L'événement a lieu vers la fin de 1967, pendant un test de pression. En décembre, le module lunaire numéro 5, Eagle, le premier qui se posera sur la Lune, eh bien l'une de ses fenêtres explose pendant un test standard. Personne ne s'y attendait. Waouh. On me dit que le LEM a eu un problème de fenêtre. C'est même pas bien fait. Un problème de fenêtre. Tout de suite, je réponds que c'est le genre de chose qui tuerait un astronaute. Ah bon? La fenêtre a un grave défaut, passé inaperçu lors de l'inspection. Mais le verre cassé représente également un grave danger. Il y a du plexiglas et du verre partout dans le LEM. Et je vois aussi des fils coupés ou entaillés. Un seul petit éclat pourrait court-circuiter les systèmes électriques du LEM, ou pire, blesser gravement un astronaute. Waouh, les tableaux de bord. Je suis dans tous mes états et je me dis, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Et je demande, bon, est-ce qu'on doit le mettre à la ferraille? Mais Grumman sait pertinemment que mettre un engin spatial de plusieurs millions de dollars à la casse n'est pas un choix envisageable. Une seule option, essayer de sauver le LEM sain. La NASA entreprend alors un méticuleux travail de nettoyage. C'est le jeune ingénieur Steve Rocamboli qui est en première ligne. Parfois, on ne voyait même pas ce qu'on nettoyait. Il y avait des gens avec des brosses en poil de chameau et du papier filtre, et ils passaient comme ça et ramassaient des particules sur le papier filtre. Et on les envoyait à un labo de qualité où nos inspecteurs comptaient les particules et les mesuraient. Les critères de propreté de la NASA sont horriblement sévères. D'abord, chaque centimètre du module est photographié en détail. Puis chaque fragment de verre récupéré sur chaque zone photographiée est retiré du module lunaire, placé sous un microscope et mesuré avec précision. À partir d'un nombre donné de particules d'une certaine taille et densité, on considérait qu'il y avait un problème. Après 3 mois de nettoyage, la NASA déclare finalement que le module est sûr pour les astronautes. Alors que le terme du délai inédit approche, les ingénieurs franchissent une à une les étapes clés. Les millions d'heures de travail sur le module lunaire commencent à porter leurs fruits. Oh, les tronches. En mars 1969, l'engin spatial de Grumman est prêt pour son premier vol d'essai habité. Avec du papier d'aluminium, c'est bien, hein? Les moteurs sont parés. 4, 3, 2, 1, 0. Nous avons décollé. Apollo 9 est mis à feu avec 3 astronautes à bord. En orbite terrestre, l'engin spatial en forme d'insecte réalise des exercices de détachage et d'amarrage au module de commande. J'ai environ 110 mètres. Ok. L'essai est un succès total. 2 mois plus tard, Apollo 10 emmène le module lunaire encore plus loin. Décollage réussi. Cette fois, il descend à environ 14 km de la surface de la Lune. C'est magnifique. À présent, il est temps de parcourir tout le chemin jusqu'à la surface de la Lune. Le 16 juillet 1969, Apollo 11 s'élance vers le ciel depuis Cap Kennedy. C'est demain, hein, l'anniversaire. 16 juillet, dit... Ah. Lo vimos Jos y yo cuando subió el Apolo. Ouais. Estamos los dos en la noche sentados ahí los dos. Et ouais, alors que... Et on croyait que c'était vrai alors que c'était une grosse connerie. Tenía 3 años. Hein? On y avait cru, hein. Ah putain. 4 jours plus tard, en orbite lunaire, l'équipage d'Apollo 11 démarre le 5e module lunaire, Eagle. Prêt pour Les mecs se qui sont rendre à la couchés là. surface. L'autre à côté, il se bronze. Bien reçu, Eagle détaché. Bien reçu. Qu'est-ce que ça donne? Eagle à tes ailes. Terminé. Après 7 longues années,
C'est l'occasion pour les ingénieurs de dépasser l'objectif fixé par Kennedy. À présent, Et depuis, on y est retourné, non? deux astronautes pour le voyage le plus dangereux Enfin, jamais entrepris par l'homme. si tant est qu'on y a été. Tout m'inquiétait. Hein? On avait l'argent et maintenant il Tu fallait parles, aller hein. sur la Lune. Il y a de quoi être inquiet. Le voyage d'Eagle n'a rien d'une croisière en mer calme. 20 juillet 1969. Neil Armstrong et Edwin Buzz Alors là, c'est marrant parce qu'il faudrait qu'ils nous disent comment ils ont filmé le truc là. de la Lune. À bord du module lunaire Eagle. Il aurait dû falloir qu'il y ait une autre fusée ou un autre pour qui les filme. ingénieurs qui l'ont construit. Votre machine volante a l'air pas mal, Eagle. Eagle résistera-t-il à l'atterrissage? Ok tout le monde, on s'accroche et on cherche le radar d'atterrissage. La mission repose sur un ordinateur. T'as pas besoin de voir. Mais cet ordinateur a une vitesse de calcul d'1 MHz. C'est-à-dire qu'un smartphone est plus de 1000 fois plus rapide. Une vitesse de traitement aussi faible pourrait stopper net les opérations. Alarme programme. Alarme 202. 1202 est une alarme de l'ordinateur. Ni les astronautes, ni le contrôle de mission n'ont la moindre idée des conséquences éventuelles sur l'atterrissage. Le directeur de vol, Glyn Looney, non plus. Oh oui. Enfin, ça a beaucoup inquiété tout le monde parce qu'on savait qu'il y avait un risque à l'atterrissage. T'as un Il Glyn fallait luné. décider de continuer et d'atterrir ou bien d'abandonner. Il était bien luné ce Il se jour-là. trouve à 12 km de la surface. Mais tout ce sur quoi les ingénieurs ont travaillé est dans la balance. L'un des ingénieurs de navigation, Oh, les dents. Jack Garman, connaît la signification de l'alarme 1202. Il l'a déjà rencontrée avant, au cours d'une simulation d'atterrissage. Ça voulait dire que l'ordinateur envoyait une alarme pour dire « Vous m'en demandez trop, vous m'avez surchargé, moi je ne suis qu'un petit ordinateur. Il n'existe aucun moyen de redémarrer l'ordinateur pour annuler l'alarme. La question est, l'ordinateur peut-il continuer et gérer un atterrissage? Dans le cas contraire, il faut abandonner la mission. Pouvez-vous nous donner le sens de l'alarme programme 1202? Suspense. Jack Garman regarde son anti-sèche et il se rend compte que cette alarme est l'une de celles qui se sont déclenchées de manière inattendue au cours d'une simulation. Il se dit « C'est bon, tant que ce n'est que ça, on peut continuer. » Jack Garman, c'est celui qui a dit « Laissez tomber les alarmes. Tout est OK. Le véhicule peut se poser. » On continue. Jack Garman et les autres ingénieurs viennent d'éviter aux astronautes un abandon de dernière minute. C'est bon, préparez-vous l'atterrissage. Terminé. Apollo 11 est à nouveau en piste. Préparez-vous l'atterrissage. Terminé. Le fragile engin spatial s'approche de la surface de la Lune. Mais sous peu, on va encore avoir des émotions fortes à Houston. Suspense. Ils regardent où ils sont censés se poser et se rendent compte que le terrain est couvert de pierres et de roches. Ingénieur en chef moteur de descente. Oh là là. Armstrong prend alors une décision cruciale. Il accélère et vole à l'horizon pour s'éloigner du champ de pierre. Ce faisant, il utilise de précieuses ressources en carburant. Carburant 62. Critique. La jauge de carburant d'Eagle est à un niveau critique. Mais par miracle, et sans que les astronautes et le contrôle de mission ne le sachent, les indications disponibles ne correspondent pas au niveau réel de carburant dans le réservoir. L'explication, un phénomène appelé ballottement du carburant. Le ballottement du carburant était un problème inattendu sur le module. Comme les Ah, de réservoirs merde. sont arrondis au fond et que le module se déplace, le propergol fait des mouvements de pause du ballottement. Il a été mis à découvert presque 40 secondes trop tôt. Les indicateurs signalent un niveau de carburant faible, mais à tort. Mais les astronautes et le contrôle de mission ne le savent pas. Et ils se sont lancés dans une course contre la montre. Ça représente 40 secondes de temps en moins pour qu'Armstrong trouve une place pour atterrir, ce qui est essentiel pour lui. C'est au drame en direct. 1 minute et demie, 1 minute, 30 secondes. Et les types qui géraient l'alimentation en carburant étaient dans tous leurs états. D'un coup, il y en a un qui crie, que tout le monde l'écoute,
qu'il faut poser ce fichu truc. J'étais assis là. Ouais, c'est comme vraiment dans les films hein, d'Hollywood. Hein. Vraiment au dernier moment, ouais. C'est bon les scénarios d'Hollywood là. C'est toujours le même truc. Un peu la poussière. Ok, arrêt moteur. Ok, descente. On est posé. Houston, ici, base de la tranquillité. Eagle, c'est posé. Waouh, ça a marché. On vous reçoit au sol. Il y a un paquet de... Ça a failli être catastrophique, mais ça a été merveilleux. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci tout le monde, on vous aime. Très bien s'est passé. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Messi, il est habitué à jouer à droite. Ils prennent une jolie fille espagnole qui est jeune. Il peut jouer derrière Suarez à gauche. C'est vrai que Griezmann, il a déjà fait. Il a déjà fait lorsqu'il était à la Real Sociedad. Après Apollo, Griezmann. La qualité de Griezmann, c'est que c'est quelqu'un qui sait se mettre au service des autres. Donc, À la télé, l'équipe Mercato. C'est pas mal un finisseur aussi, et Suarez. Et je ne doute pas une seconde que Lucho pourrait très bien les recevoir, parce que même si c'est parfois un personnage qui a été un peu... Oh, celle-là, elle va se marier avec un joueur de foot de l'équipe d'Espagne, je le sens. C'est quelqu'un qui reste très... Oye. Voilà ce qui montre vos gosses. 30. Parce que ça, c'est pour les enfants, ça. Ouais, 30. A él quítalo, nosotros no lo miramos. 32. 35. Pati, mira, hiciste una hora. ¿Es el primero? Ouais. ¿Y tú cuántos llevas ya? Voilà, finalement, je suis plutôt bien, entre guillemets, dans Lucie, les gens sont douces, autant que je reste. Lui que je n'aime pas, lui, est Obispo. Obispo no. Ah là là, quelle tête de corps. Que ese tipo es como nervio toda la vida. Es bueno, pero yo a mí no me gusta. Chaque samedi, les employés venaient travailler avec la peur au ventre. On a pris la décision de fermer le salon à 16h tous les samedis pendant une bonne douzaine de samedis. Les affrontements physiques avec les forces de l'ordre commençaient à partir de 17h. Donc ça laissait le temps aux salariés de fermer le salon dans des conditions sûres et de rentrer chez eux. Les collectivités locales les méchants gilets jaunes. Direct aux commerçants plusieurs millions d'euros. Voilà la télé, ça fait perdre des sous. Décidé du déclenchement d'un vaste plan de réduction de charges. Bon, allez, on arrête ça. Quand on a une agence de Déplier les voyage rênes. qui est détruite, saccagée, qui ne peut pas ouvrir pendant des semaines, ça a des effets psychologiques. C'est toi Ces qui gens-là saccage ont tout, peur Esco. de retourner au boulot, mais ça a eu évidemment des effets économiques qu'il faut pouvoir compenser. Pour la seule ville de Bordeaux, les estimations du coût du mouvement des Gilets jaunes vont de 6 à 13 millions d'euros. Dégradation et perte de bénéfices comprises. Voilà les politiques, faux cul. Allez. La mission rendra son rapport avant la rentrée. La grande inquiétude des commerçants dont personne n'a osé parler pendant cette visite, c'est l'avenir du mouvement des Gilets jaunes. Et une question, va-t-il reprendre en septembre dans les grandes villes? Francis Palombi pousse. Qui ont été cassés depuis ces derniers mois. Ils n'ont toujours pas perçu
les indemnités qui leur étaient promises. J'ai 20 fédérations professionnelles que je rassemble et que je suis responsable. Eh bien, on se demande si on ne va pas rentrer dans une phase nouvelle, c'est-à-dire porter plainte contre le gouvernement, parce que nos commerçants ne peuvent plus travailler. Ils ont perdu des centaines de milliers d'euros. Renseigne-toi sur l'UCC. On en revient à cette affaire qui embarrasse décidément l'exécutif. François de Rugy peut-il rester ministre de la Transition écologique? La question est sur toutes les lèvres, 5 jours après la révélation de Mediapart sur ses dîners fastueux. Et la prochaine, et les conditions. Après Apollo. Seul. Probablement entre 10 et 11 mètres. Probablement, hein. Mais de quoi se nourrissait-il lorsqu'il peuplait encore notre planète? Je le découvrirai peut-être si je pars sur ses traces. Et peut-être pas, hein. Le nom scientifique de ce serpent est Gigantophis. Il était vraiment gigantesque, certainement bien assez grand pour m'avaler. Aurait-il mangé des êtres humains? Bah, s'il avait faim, il ne se serait pas gêné, hein. Mais est-ce que c'est sérieux tout ça? Si nous avions cohabité. Mais il vivait sur Terre il y a 40 millions d'années, et il a disparu bien avant l'apparition de l'homme. Ah. Dans ce cas, il s'attaquait peut-être aux dinosaures. Les dinosaures pour dîner. Tu dinosaures. Ils se sont éteints 25 millions d'années avant de pouvoir le croiser. Ah mince, il n'a pas pu le manger. Trop tôt, trop tard. Alors, pourquoi pas des mammifères comme le mouton ou le cerf? Non plus. En tout cas, pas de ce genre. Les premiers mammifères étaient différents de ceux que nous connaissons aujourd'hui. Ils n'avaient pas de venin comme certaines autres espèces. Sa taille imposante indique qu'il faisait partie des serpents constricteurs. Après avoir saisi sa proie de sa mâchoire, il entourait son corps autour de... Ça, on s'en fout. Rien du tout, puisque tout ce que nous avons à dire, c'est que cet été, vous pouvez faire encore plus d'économies. Simplement... Sa femme a l'air excédée. Il embête toute la famille. Voilà, donc la femme, elle est très en colère.